Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle formule VK Rivière Avocat Associés. L'idée de pouvoir prendre ensemble un rendez-vous mensuel sur un sujet d'actualité avec une formule simple et conviviale autour d'un petit café. L'idée aussi de pouvoir présenter un sujet sur une quinzaine de minutes et puis d'avoir un échange dans le chat. Donc vous êtes nombreux, vous ne pourrez pas forcément tous intervenir directement, mais on va privilégier les questions du chat auxquelles on essaiera de répondre dans les meilleures conditions. Ravi encore une fois d'être avec vous ce matin. Donc je suis Pierrick Rode, avocat associé au sein du cabinet Rivière Avocat Associés, et Nicolas Hocher, qui intervient avec moi sur les questions de responsabilité des gestionnaires publics, qui est la thématique de ce matin. Sans transition, un rappel panorama très général. On ne va pas rentrer dans tout le régime de responsabilité puisque ce serait trop long. On va cibler aujourd'hui notre propos sur quelques précisions et quelques éclairages de la jurisprudence sur des points qui nous semblent importants. En quelques chiffres et quelques mots, pour rappel et pour mémoire, le régime de responsabilité, c'est une entrée en vigueur au 1er janvier 2023, 10 infractions qui sont définies, une trentaine d'arrêts qui ont été rendus jusqu'à maintenant, et des amendes qui vont de 1 000 à 20 000 euros et qui peuvent aller jusqu'à 6 mois de rémunération. Donc voilà pour quelques chiffres et quelques rappels. Autre rappel également sur le régime de responsabilité, il concerne et il unifie le régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables. Avec la volonté à la fois de la Cour des comptes, du Conseil d'État et puis des réunions interministérielles qui ont eu lieu et qui sont à l'origine de ce régime de responsabilité, de mettre en place un régime infrapénal qui permet, selon les dires des promoteurs de cette réforme, d'être un régime protecteur, c'est-à-dire que d'intervenir avant que l'infraction pénale soit prononcée, ce qui a son importance puisque dans la procédure, on va retrouver une procédure proche de la procédure pénale sur une matière administrative. Les points d'alerte sur lesquels on souhaitait intervenir, d'abord sur le fait que sur bon nombre de jurisprudences, on retrouve une intervention des autorités de l'État, au niveau national, mais aussi beaucoup déconcentrées. Ça peut être la DGCL, ça peut être le DRFIP, le comptable public, ça peut être le préfet, et que dans un certain nombre de situations et de jurisprudences, les collectivités ont été prévenues d'une infraction au préalable et ont maintenu leur décision malgré cette information et communication qui leur a été faite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez une sollicitation du comptable ou du préfet, par exemple, il faut y attacher une importance particulière dans l'analyse, dans la vérification juridique des actes, de manière à ne pas renforcer la question de la gravité de la faute et les circonstances dans lesquelles vous prenez les décisions. Deuxième point sur lequel il nous semble intéressant de pointer du doigt l'importance du régime de responsabilité, c'est sur la question de la compétence pour agir. On retrouve dans beaucoup de jurisprudence cette question de la compétence. Autrement dit, est-ce que la collectivité avait compétence pour agir? Est-ce que le DGS ou le DGA avait la délégation de signature ou délégation de compétences? Est-ce que l'association ou éventuellement un service qui a été délégué à une entreprise avait délégué également les pouvoirs pour agir, pour encaisser une recette ou une dépense pour le compte de la collectivité. Et cela implique notamment d'avoir une attention toute particulière dans la gestion des satellites. Et de vérifier la manière dont les conventions ou les contrats sont organisés entre la collectivité et ces satellites. Autre sujet sur lequel on retrouve une jurisprudence également importante, c'est la question des sujets à enjeux financiers importants,
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un dossier qui représente un volume financier significatif, vous avez tout intérêt à sécuriser au maximum les actes autour de ce dossier, puisque le juge y accordera une importance particulière. J'en profite pour faire un petit zoom sur la notion de préjudice financier significatif, puisque c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur la manière dont le juge a interprété cette notion de préjudice financier significatif, notamment sur la définition du montant de référence. Puisque dans différentes jurisprudences, notamment à commencer par le département de l'Eure, le juge a retenu non pas le montant de l'entité, non pas le montant du service, mais le montant du budget d'investissement. Donc on voit qu'il y a aujourd'hui une petite zone de flou sur la manière dont le juge apprécie la notion de préjudice financier significatif. On retrouve souvent aujourd'hui ce chiffre de 1,5%, mais par rapport à un montant qui n'est pas bien défini. Donc, voilà, il y a une vraie marge d'appréciation du juge sur la définition du préjudice financier significatif. Je voudrais également parler de la question du rôle du DGS et de la manière dont la responsabilité du DGS peut être reconnue. Et pour cela, je vais m'arrêter sur deux arrêts, un de 2023 et un tout récent de 2025, pour essayer de définir un peu subtilement et en nuance la question de la responsabilité du DGS. Dans l'arrêt du 31 mai 2023, commune d'Ajaccio, la Cour indique la Cour ne limite pas la sanction aux agents ayant pris une part directe dans les irrégularités et recherche également la responsabilité de tout justiciable du fait des obligations attachées à ses fonctions, même s'il n'est pas démontré que celui-ci a activement participé à la commission des irrégularités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le DGS, notamment, a un devoir de surveillance et de contrôle général sur les activités de sa collectivité. Autre précision, dans la décision, donc dans l'arrêt du 24 juin 2025, communauté de communes de Maranagolo, Haute-Corse, je cite, « La responsabilité du directeur général des services a été retenue, mais la Cour des comptes l'a dispensée de peine. Sa contribution à la faute et au préjudice était en effet limitée, puisqu'il ne signait pas les titres de recettes, n'étant ni ordonnateur, ni bénéficiaire d'une délégation de ce dernier, et ne dirigeait pas directement la régie de l'eau. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, et en mêlant les deux citations de ces arrêts, on a un rôle qui est reconnu par le juge de surveillance et de contrôle du DGS. Et même si sa responsabilité est reconnue, il peut avoir des circonstances atténuantes qui conduisent le juge à ne pas lui attribuer de sanction. Alors, c'est très nuancé, c'est-à-dire que voilà, il y a cette responsabilité qui est reconnue, mais ne conduit pas pour des circonstances atténuantes. Et là, en l'occurrence, il s'agissait d'une régie, donc le juge précise bien que le DGS n'avait pas de pouvoir de signature des titres de recettes et n'était pas ordonnateur ni bénéficiaire d'une délégation de ce dernier. Donc, il ne dirigeait pas directement la régie de l'eau. Voilà, donc là, en l'occurrence, sa responsabilité est reconnue, mais pour les raisons que je viens d'indiquer, le quantum de la peine a été diminué très largement puisqu'il est nul. Mais on voit également dans un certain nombre de situations que les circonstances atténuantes peuvent être décidées par le juge sur certains faits, notamment lorsqu'il y a eu réparation. Et donc là, il y a également un pouvoir d'appréciation du juge qui, encore une fois, ne supprime pas la peine
puisque l'infraction qui a eu lieu est sanctionnée, dans tous les cas, à la date à laquelle l'infraction a été réalisée. Mais les circonstances qui ont suivi la réalisation de cette infraction peuvent conduire le juge à définir des circonstances atténuantes. Un mot sur la question qui a fait couler également beaucoup d'encre sur la question de la protection fonctionnelle. Après moult débats en 2024, le Conseil d'État est venu apporter un point final, alors provisoirement final en tout cas, le sujet est largement en débat dans les associations professionnelles qui ont tenté de faire remonter plusieurs amendements dans les textes sur ce sujet. La protection fonctionnelle ne peut pas être accordée sur ce régime de responsabilité des gestionnaires publics. Néanmoins, et cela a été confirmé par une circulaire du Premier ministre pour les services de l'État, la protection des agents peut être apportée non pas au titre d'une protection fonctionnelle, mais sur des aspects techniques et d'accompagnement par les services, en l'occurrence des ministères, mais par analogie des fonctionnaires et les services de la collectivité. Ça pose de nombreux problèmes, notamment lorsqu'il y a plusieurs mises en cause au sein de la même collectivité, et pour lequel, par exemple, un directeur juridique serait bien en peine de devoir défendre un DGS et un DGA, voire un autre directeur, dont les intérêts peuvent rapidement se révéler divergents. Enfin, avant-dernier point, il nous semblait intéressant et important de souligner qu'une très grande majorité des condamnations et des mises en cause sont liées et issues de contrôles CRC. C'est 60 à 70% des contentieux, des mises en cause en tout cas, puisque les CRC, en fait, même si les origines des mises en cause et des contrôles sont largement étendues depuis cette réforme, reste le point d'entrée principal. Ce qui veut dire qu'en amont des contrôles CRC et pendant les contrôles CRC, vous avez tout intérêt à renforcer la sécurité juridique de vos organisations. Je dis un mot très rapide sur des éléments qui peuvent vous permettre de prévenir justement ces contrôles. On travaille beaucoup sur les questions de cartographie des risques, ce qui vous permet d'assurer un scan de votre organisation, soit en amont des contrôles CRC, soit pendant les contrôles CRC, et en tout cas de trouver à la fois les mesures préventives ou correctives dans le cadre de ces contrôles CRC. Voilà très rapidement sur le régime de responsabilité, sur ces quelques points, quelques zooms. Alors ça va très vite parce que le format est très contraint. Autre mesure qui vous permet également de protéger les agents sur ce régime de responsabilité en l'absence de protection fonctionnelle reste la question de l'assurance, avec un point de vigilance fort sur la manière dont sont rédigées vos assurances et garantis vos droits dans le cadre de ces assurances, puisqu'on l'a vu, certains DGS qui nous ont sollicité et qui pensaient être protégés par leur assurance, notamment dans le cadre de l'affiliation aux associations professionnelles, SNDGCT, ATF, ADGCF, AITF, etc., en réalité ne l'étaient que très marginalement. Donc, point d'attention sur les assurances et la manière dont vous êtes assuré par ce régime de responsabilité. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Place aux questions. Je vois qu'il y en a de nombreuses qui ont été posées. Et Nicolas, au fur et à mesure des questions, on a préparé une petite synthèse avec quelques éléments de réponse. Oui. Alors, une première question a été posée sur la question du préjudice financier significatif et du seuil, à savoir un seuil de 2-3%. Et comme Thierry l'a évoqué en début de propos, c'est difficile d'avoir un seuil de référence. On voit que sur certaines affaires, on va avoir même des seuils en deçà de 0%, 0,77%, 0,8%. C'est assez difficile à mesurer.
Et ce qu'on peut peut-être imaginer, et pourtant ça a été récusé par la Cour dans son appréciation, c'est la notion de valeur absolue. Est-ce que le montant en jeu constitue à proprement parler un préjudice? Ça, en matière de contentieux, c'est quelque chose qui ne pourra pas perdurer, en tout cas ça a été récusé par la Cour, mais qui peut-être en pratique peut être intéressant à s'intéresser dessus. C'est-à-dire que tel marché représente une part significative du volume financier pour un service, peut apparaître comme un indicateur, comme un seuil. Une deuxième question a été posée s'agissant de la responsabilité et du risque propre à chaque agent ou à chaque type de fonction, secrétaire généraux de mairie, DGS, et même pour un responsable de service. Je crois que la réponse à cette question-là appartient véritablement à chaque poste et à chaque type de mission. Chaque agent responsable va avoir des missions particulières de surveillance, de contrôle, de management. Et c'est au regard de ces missions, de ces fonctions, évidemment, on regarde également les dispositions propres au Code général des collectivités territoriales ou aux autres dispositions applicables, notamment les statuts, c'est à partir de ce référentiel-là qu'une responsabilité pourrait être mise en cause. Donc, dire que pour un responsable de service, tel risque existe, véritablement, ça n'a peut-être pas de sens à proprement parler. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque agent, dans le processus décisionnel, peut voir sa responsabilité engagée. Peut-être un petit complément là-dessus. Je vois une question sur est-ce qu'un secrétaire général peut être mis en cause? Oui, bien sûr, au même titre que le DGS. Il y a d'ailleurs un exemple pour une secrétaire générale qui n'avait pas déclaré les sinistres arrêt maladie à son assurance et qui a été condamnée avec une faute définie comme grave, ayant un préjudice financier significatif pour la collectivité. Je vous laisse poursuivre. Je crois qu'il y a une question à un moment donné sur la date de la décision Maranagolo. Elle a été rendue publique le 24 juin, donc c'est assez récent. Et dans cette décision, ce qui peut être également récent, au-delà de la responsabilité du DGS, c'est que des comptables publics ont été mis en cause également et condamnés dans cette instance. Et ça permet peut-être de revenir sur un point, c'est de bien voir que c'est l'ensemble de la décision et l'ensemble des décisionnaires qui peuvent être mis en cause. Et là, on l'a bien vu, ordonnateurs et même comptables successifs. Voilà. Et sur toute la chaîne hiérarchique, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le DGS, le DGA, le directeur, le chef de service, chargé d'opération. Donc sur toute la ligne hiérarchique, le juge va chercher à définir, et c'est là que c'est intéressant sur la cartographie des risques notamment, de bien définir les rôles et les responsabilités à chaque niveau. Le juge va essayer de comprendre quelle est la responsabilité de chacun des agents de la collectivité. Une dernière question, me semble-t-il, a été posée, c'est le temps de stabilisation de la jurisprudence. C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'elle est en train d'être construite. Plus d'une trentaine de décisions de la Cour des comptes, 2 décisions de la Cour d'appel financière, 3 décisions de la Cour d'appel financière et pas encore, me semble-t-il, de décision du Conseil d'État à proprement parler sur le régime. Il me semble que c'est c'est le premier président de la Cour des comptes qui avait donné un délai de 2-3 ans pour avoir un premier jet de jurisprudence établi. On va arriver à la fin de l'année 2025 à ce délai-là, des 3 ans. Ça peut être une première date butoir pour se rendre compte de ces éléments-là. Et peut-être qu'il y a un élément intéressant à comprendre dans ce régime de responsabilité financière des gestionnaires, c'est qu'on est véritablement sur un contentieux de la conformité. Est-ce que les règles ont été correctement appliquées ou non? Est-ce qu'à un moment donné, lors de la prise de décision, lors du contrôle qui aurait dû être réalisé, est-ce que la réglementation a été appliquée? Et c'est bien ce qui a été rappelé, notamment dans l'arrêt de la commune d'Aiguilles de mai 2025, où la Cour nous rappelle que le juge apprécie non pas la date à laquelle il statue sur la caractérisation de l'infraction, mais bien au jour où les faits ont été commis. Et ça, on peut remonter sur ce mécanisme de la prescription de 5 ans, donc 5 ans auparavant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut réellement agir en responsabilité au quotidien, parce que dans 5 ans, potentiellement, cette responsabilité peut être engagée. Alors Laetitia, merci de participer à cette visio. J'ai vu effectivement que tu posais la question de savoir ce qui se passait quand les agents étaient partis de la collectivité. Oui, c'est une situation sur laquelle nous, on avait alerté très très tôt sur ce sujet. Il y a une réelle difficulté pour les agents qui sont partis de la collectivité
à pouvoir réunir les pièces une fois qu'ils ont quitté la collectivité. On a eu plusieurs fois le cas dans des mises en cause et des agents que l'on défend, des DGS que l'on défend. Plusieurs solutions, soit insister et écrire de manière à démontrer au magistrat que l'on a cherché à obtenir les pièces nécessaires, mais également renvoyer la responsabilité au magistrat d'aller chercher les pièces de manière à ce que l'agent qui a quitté la collectivité puisse organiser sa défense et consolider les pièces demandées. J'ai une question également sur la question de la cartographie des risques. Est-ce qu'elle doit être plutôt faite en interne ou en externe? J'ai envie de vous répondre. Et une autre question sur la définition plus claire du statut du gestionnaire public au moment de la cartographie des risques. J'ai envie de vous répondre, les deux sont possibles. Vous pouvez tout à fait conduire votre cartographie des risques en interne, notamment si vous êtes doté d'un service pour les plus grosses collectivités d'inspection ou de contrôle. Ce qui est important, c'est que cette cartographie des risques, c'est là que l'externe peut avoir son rôle, soit neutre et surtout apporte un regard extérieur et en tout cas sans concession sur la gestion de la collectivité. Et c'est cela qui, du point de vue de l'externe, peut permettre effectivement de renouveler ce regard sur le fonctionnement de la collectivité. Sur l'apport que cela peut donner en termes de définition du statut du gestionnaire public, là, le texte est relativement clair sur les justiciables et qui est justiciable. Par contre, ce qui est intéressant dans la cartographie des risques, et nous, on l'a fait notamment sur une collectivité qu'on a accompagnée sur la définition ou la redéfinition à la fois de la délégation de signature, mais aussi du circuit de visa, c'est de bien redéfinir. Alors, on a travaillé notamment sur un RACI, par exemple, pour définir qui est responsable, associé, consulté, informé, et de manière à bien redéfinir les responsabilités de chacun au sein de la collectivité. Une autre question sur le rôle des élus également, sur le fait notamment que les élus peuvent prendre certaines décisions sans en informer le DGS. Alors, le DGS est réputé avoir une connaissance de tout ce qui se passe au niveau de la collectivité. Néanmoins, bien évidemment, s'il n'a pas connaissance de certains actes qui sont pris, le juge en prendra compte dans sa décision. Surtout, une des infractions et de mise en cause de la responsabilité des élus porte sur le fait que si le DGS a renvoyé la décision par un écrit, et la jurisprudence précise par un écrit suffisamment précis, une décision qu'il ne souhaitait pas prendre et qu'il la renvoie à l'élu, il renvoie la responsabilité à l'élu qui peut être mise en cause au titre des décisions qu'il a pu prendre. Idem sur des délibérations qui ont été prises par la collectivité. Donc là, on retrouve effectivement cette question de responsabilité qui peut être partagée avec les élus sur ce point. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être un point. J'ai lu notamment sur LinkedIn quelques observateurs et quelques commentaires sur la décision de Maranagolo. Et il a été de manière impropre, me semble-t-il, l'expression « la communauté de communes a été condamnée ». Non, c'est le DGS qui a vu sa responsabilité mise en cause. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant et d'important, c'est que c'est la responsabilité de l'agent, du gestionnaire, de l'élu qui est mise en cause. Ce n'est pas la collectivité en tant que telle ou la DGFiP, la DDFiP, si un comptable est mise en cause. C'est peut-être intéressant, ça fait le lien avec ce que vous disiez, avec des écrits ou des délibérations. Alors, Sébastien André dit difficile de renvoyer la responsabilité à un élu pour un agent sur emploi fonctionnel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça pose de nombreuses questions sur la relation entre le DGS et le maire, et pour la simple et bonne raison. Selon le CGCT, le maire est seul chef de l'administration. Et deux, surtout que le lien qui unit le DGS à son maire est la question de la confiance. Que celle-ci peut être, que le DGS peut être révoqué sur simple rupture de la confiance dans un délai de 2 mois. Donc c'est très rapide
et ça pose de nombreuses questions sur le réflexe qui pourrait être induit par ce nouveau régime de responsabilité de faire des écrits systématiquement. Selon nous, ça implique plutôt de renouveler le lien de confiance avec l'élu, également de lui faire partager la connaissance de ce régime de responsabilité, de lui faire comprendre que vous engagez votre responsabilité sur un certain nombre d'actes, et peut-être aussi de faire évoluer les pratiques de certains élus de manière à ne pas mettre en danger, entre guillemets, l'administration, que ce soit le DGS ou l'ensemble des agents, hein, parce que quand vous avez un marché un peu border ou une décision qui rentre sous le coup de la responsabilité des gestionnaires publics, c'est souvent pas que le DGS qui peut être mis en cause, mais l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Donc ça implique, de notre point de vue, à renforcer le dialogue avec les élus sur cette question. Alors, une autre question de Franck Richard sur la collectivité peut-elle prendre directement en charge l'assurance des gestionnaires publics concernés? Oui, certaines assurances proposent des assurances de groupe ou des assurances individuelles. Donc, il y a cette possibilité, effectivement, qui est proposée par certains assureurs et qui permettent de prévenir, non pas l'amende, hein, l'amende n'est jamais prise en charge par ce régime de responsabilité, mais c'est bien tous les frais de justice qui peuvent être pris en charge et qui s'élèvent en première instance à une dizaine de milliers d'euros, ce qui veut dire que bien souvent, la question de cette assurance et de l'accompagnement est aussi importante que la peine, voire parfois plus importante que la peine. Mais selon nous, ça vaut toujours le coup de se défendre parce que d'abord, l'impact n'est pas que sur l'amende, il y a un impact en termes de notoriété, il y a un impact émotionnel. Pendant que vous êtes mis en cause, vous continuez à être DGS, donc ça nécessite d'être bien accompagné pendant cette période qui est assez éprouvante, hein, qui peut durer 6 mois, 1 an, donc qui est vraiment éprouvante pour les DGS que nous, on peut accompagner par exemple. Une question a été posée sur les engagements et les partenariats avec la DDFiP. Sur le principe, c'est une bonne idée. Ça permet de démontrer une volonté de la commune de la commune ou de l'entité de se mettre en conformité avec les règles, d'avoir des alertes sur ce qui peut se passer. Mais en pratique, en jurisprudence, il faut bien veiller à respecter ces alertes et à respecter les informations délivrées et données par la DDFiP, ou ça peut être également le cas avec la préfecture. Car ces informations, ces alertes ou ces partenariats peuvent même devenir des circonstances aggravantes. C'est-à-dire que le juge peut considérer que la collectivité et les décideurs avaient conscience d'agir irrégulièrement ou d'avoir des défauts dans la collectivité. Et le fait de ne pas avoir réagi, par exemple, pourrait constituer une circonstance aggravante. Donc oui, c'est une bonne idée, mais attention à bien veiller à respecter les informations et à se mettre en conformité le cas échéant. Voilà, David Sarcial pose la question. J'ai découvert, et ce sera peut-être la dernière question parce qu'on arrive sur le temps imparti et je sais que vous êtes tous très occupés. C'est la raison pour laquelle on a un format qui est très ramassé dans le temps. J'ai découvert des faits qui se sont produits lorsqu'un autre DGS, comment était en poste, comment protéger la collectivité. Alors, là-dessus, très clairement, le juge va identifier la responsabilité au moment de la commission de l'infraction. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est difficile à rattraper. On a vu dans une jurisprudence notamment que lorsque la réparation avait été réalisée par un autre agent que celui qui avait commis l'infraction, la circonstance atténuante n'était pas reconnue pour l'agent qui avait commis l'infraction. Néanmoins, vous devez réparer l'infraction, ne serait-ce que pour ne pas être mis en cause vous-même, parce que le juge va aller chercher la succession des responsabilités, y compris dans la succession des postes. Donc, il faut réparer absolument l'infraction. La collectivité n'est pas mise en cause, hein, c'est vraiment un régime personnel de mise en cause. Donc, c'est vous, en tant que DGS, qui devez réparer l'infraction pour ne pas être mis en cause. Ce n'est pas la collectivité qui va être mise en cause. Là où vous protégez la collectivité, en réalité, vous protégez les agents de la collectivité qui eux-mêmes peuvent être partie à la commission de l'infraction.
Voilà pour cette première édition. Alors, il y a forcément beaucoup de questions. J'espère qu'on a répondu au maximum de questions qui ont été posées. Pour ceux qui voudraient aller plus loin ou pour ceux qui voudraient poursuivre les échanges, n'hésitez pas à nous joindre. Soit par téléphone, puis je vais vous remettre peut-être dans le chat mon numéro de téléphone, 06 16 79 83 84, ou par mail pierrick.raude, riviereavocat.com. Nous avons été très heureux de partager cette première édition du Café des DGS avec vous, et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle édition et un rendez-vous désormais mensuel. Donc, inscrivez-le dans vos agendas et on sera très heureux de vous retrouver régulièrement sur ce format Café des DGS. Merci à tous de votre participation et à bientôt. Au revoir. Au revoir.